Et c'est dans la troisième période, dit-il, que nous allons pouvoir caractériser la production artistique comme telle. Tout d'abord, ce qui est essentiel, c'est que la libido objectale, dirigée sur Mélita, consomme une énergie. Nous allons voir comment cette libido objectale va se partager. Il y a d'abord une quantité notable qui se trouve refoulée, qui reflue vers le deep et qui intensifie les rêveries d'une manière excessive. Lacan, c'est Versailles-Gungen, ce déni est considéré comme un surgissement interne, spontané. Il n'y a aucune intervention à ce moment-là de l'extérieur. Il y a un virage de ses rapports avec la Mélita en question. Pierre Kaufmann. Oui, au début, dans son analyse initiale, il parle d'une Versailles-Gung, intérieure ou extérieure. Lacan. Et dans le cas limite dont il s'agit, il entend bien que c'est en fonction de la résistance de l'Oedipe, puisque c'est là clairement son idée, que surgit dans cet amour enfantin la culpabilité. Il y fait jouer le rôle le plus direct dans le virage que prend toute la production littéraire. Pierre Kaufmann, il insiste sur ses rapports avec Mélita. Il dit qu'une certaine quantité demeure non inhibée et dirigée vers Mélita, qui lui apparaît comme n'étant pas oubliée, mais comme inaccessible, unerreichbar. Ensuite, du côté du moi, le moi apparaît très renforcé dans sa portion libidinale, son but d'être poète. Et en vertu d'un nouvel investissement libidinal, puissant du moi initial, poète et ascète, surhomme, moraliste, etc. À partir de la libido objectale tournée vers Mélita, se développent des sentiments. Les poèmes de Robert sont tout à fait changés, ils prennent de l'ampleur. Ils se caractérisent par des images qui sont issues de la rêverie. Et d'autre part, les expériences affectives sont travaillées dans ces poèmes. Nous allons voir que c'est dans ce terme de Bearbeitung, la signification de cette Bearbeitung qui, ici, va être essentielle. Voici ce que dit Bernfeld. J'ai, dans mon travail, caractérisé cette période comme étant une période consciemment artiste, car dans cette période, une part très considérable d'énergie est employée à l'élaboration artistique des sentiments. Alors ici, tantôt il oppose Stimmung et rêverie, il dit der Stimmung, à moins que cela veuille dire que l'énergie est utilisée à l'élaboration des sentiments et surtout des rêveries. Lacan. Cela veut dire avant tout des rêveries diurnes. Pierre Kaufmann. Il se produit donc une élaboration tertiaire qui intervient au service du but du moi, et à la faveur de cette élaboration, le rêveur devient poète. Cette élaboration tertiaire se comprend ici par l'élaboration secondaire que vise Freud à propos du fantasme et de la fantaisie. Maintenant, quelle est l'énergie qui soutient cette élaboration? Cette énergie, incontestablement, dit-il, est celle de la libido objectale, qui n'est plus refoulée, et qui est détournée, infléchie de son objet Mélita, vers les poésies propres. Il dit qu'il est épris de ses romans comme pour insister ici sur la réalisation de ce déplacement. En somme, la véritable qualification d'activité artistique vient lorsque les fantaisies sont élaborées par le moi et conformément au but du moi idéal, avec le concours de l'énergie de la libido objectale qui n'est plus refoulée. Lacan. En d'autres termes, je pense que ce qui ressort de votre exposé, ce sont les obscurités de la théorie benfeldienne à cette occasion, ou de l'application qu'il essaie de donner de sa recherche au cas particulier qu'il envisage. Il en résulte quelque chose d'assez ambigu et qui fait problème. C'est qu'en somme,
On ne peut parler de sublimation que quand il y a transfert d'énergie de la libido objectale au Ich-Ziel. Les Ich-Ziel sont préexistants et on ne peut parler de sublimation que quand on peut parler de transfert de l'énergie qui, à ce moment-là, est réanimée, remise au jour par la phase pubertaire dans laquelle il entre. C'est cette part d'énergie qui est transférée des buts de plaisir au but Ich-Gerecht, conforme au moi. C'est seulement là qu'on peut parler de sublimation. Et d'autre part, il est tout à fait clair qu'encore que la distinction freudienne soit maintenue entre la Verdrängung et la Sublimierung, que ce n'est pourtant qu'au moment où la Verdrängung apparaît que la Sublimierung est, comme telle, saisissable. Ce que vous appelez l'élaboration tertiaire, disons que c'est le troisième temps qu'il distingue dans son cas. C'est pour autant que l'amour enfantin pour cette Mélita se ressent d'un processus de refoulement que ce qui est préservé, ce qui ne tombe pas complètement sous le coup de ce processus de refoulement, passe sur l'autre plan, le plan de la sublimation. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Donc, encore que la distinction qui est maintenue entre ce qu'il dit sur la Sublimierung et la Verdrängung, qu'il reste une sorte de synchronisme entre les deux processus. Nous disons le processus de la sublimation n'étant, au dire de Bernfeld, car je souligne ici qu'il ne s'agit nullement de ce que j'entends mettre en valeur, disons que Bernfeld en reste à ne pouvoir saisir la sublimation qu'autant qu'il a le corrélatif instantané, contemporel du refoulement. Pierre Kaufmann. Il y a deux moments en somme. Il y a d'une part le refoulement dans la seconde période, et dans la troisième période, il y a une partie qui est refoulée et l'autre qui est sublimée. Mais je n'ai pas été sensible à la relation qu'il établit alors dans cette période entre les deux, parce que dans la définition que finalement il donne à la sublimation, il insiste beaucoup sur ce fait que, justement, la différence entre la sublimation et la formation réactionnelle tient au fait qu'il y a défoulement de la libido dans le cas de la sublimation. Au début, d'ailleurs, il cite Freud et dit qu'il y a quelque équivoque dans les textes des trois essais. Il ajoute que néanmoins, il est clair que la sublimation se distingue à la formation réactionnelle par le caractère non refoulé de la libido. Lacan. En réalité, au niveau des trois essais sur la sexualité, la plus grande ambiguïté règne concernant les rapports de la formation réactionnelle et la sublimierung. C'est de ce texte, pages 78 et 79, des Gesammeltwerk, que part le problème. À ce moment-là, nous nous trouvons en présence d'une articulation qui a causé beaucoup de difficultés aux commentateurs, puisqu'on est à se demander si, selon certains passages, il fait de la Sublimierung une forme particulière de la réaction, de la formation réactionnelle, ou si, inversement, la formation réactionnelle est à mettre à l'intérieur d'une forme plus large dans laquelle la Sublimierung aurait une portée plus large. La seule importante à retenir, je crois, est la petite phrase qui se trouve au bas de la note 79, qui fait la distinction, qui n'a pas été autrement donnée en détail, comme le remarque très bien Bernfeld dans son texte, dans laquelle on n'est pas entré, qui n'a pas été autrement développée, et qui est la suivante, qui conclut en somme tout ce paragraphe sur formation réactionnelle et sublimation. Il peut y avoir aussi des sublimations par d'autres mécanismes et plus simples. En somme, pour résumer les choses,
L'énigme que laisse manifestement ouverte cette manière d'analyser l'économie des sources d'énergie dans l'activité poétique de ce jeune garçon reste suspendue à un résidu évident, c'est celui que Bernfeld exprime lui-même à la page 340 sous la forme suivante: Die Energie, mit der die tertiäre Bearbeitung vollzogen wird, ist nun unbezweifelbar und verdrängt Objekt Libido. Et c'est là qu'est le problème si nous admettons, si nous faisons du phénomène de la sublimation quelque chose qui est étroitement dépendant de cette distinction entre libido Ziel, Ich Ziel et Lust Ziel, il y a là un flou qui est dans le texte de Bernfeld. Si nous faisons tourner les choses, et c'est là que Sterba aussi, dont l'article est paru l'année précédente, achoppe, si nous faisons balancer, en somme, autour de ce qu'on peut appeler le virement de l'énergie d'une des sphères dans l'autre, d'un certain type de buts qui sont à ce moment-là marqués d'un profond bouleversement, au moment de la puberté, au moment où il saisit le point tournant qui lui paraît capital dans la production poétique de son garçon, il est donc amené à poser cette sorte d'évocation poétique enfantine comme étant quelque chose qu'il faut attribuer, mettre au chapitre, très expressément, des Ich-Seele. En d'autres termes, la question est à peu près résolue de la façon suivante. C'est un but du moi que de devenir poète, et c'est quelque chose qui, chez ce garçon, se manifeste très tôt par des activités qui, en somme, ne se distinguent aux yeux de Bernfeld que comme étant une sorte de reflet de ce qui lui est appris à l'école, d'une façon, si l'on peut dire, diffuse, non personnalisée. Il y a, si vous voulez, un signe de moins-value, de moindre value, porté sur toutes les productions de cette époque. Les productions lui semblent sans doute à juste titre, nous ne les avons pas sous la main pour en juger, ne devenir intéressantes qu'à partir d'un certain moment où ce personnage se sent engagé plus dramatiquement dans sa production. J'accentue ici les choses dans le sens le plus favorable à l'auteur, dans le sens de son développement coordonné, clinique. Je crois pourtant que l'activité de cet enfant, qui se trouve, comme bien d'autres enfants, de façon fugitive, combien d'enfants, à une période qui est celle de la période de latence, ont des activités poétiques épisodiques, et Freud était bien placé pour l'observer chez l'un de ses enfants, qu'il y a là quand même, à cette époque, un problème qui est, en somme, pour accentuer les choses, un problème autre que de diffusion culturelle, d'imitation, que le problème de la sublimation doit être posé précocement. Je veux dire que si nous ne nous limitons pas au champ de ce qui est le développement individuel, le fait de savoir pourquoi il y a des poètes, pourquoi l'engagement poétique peut se proposer très tôt à un jeune être humain, est une chose qui n'est pas uniquement soluble à considérer le développement génétique qui nous est présenté et les caractéristiques nouvelles qui apparaissent à partir du moment où, en somme, la sexualité entre en jeu d'une façon patente. C'est aller dans le sens strictement contraire à toute l'aspiration et à la découverte freudienne que de ne pas voir que la sexualité est là, chez le jeune enfant, dès l'origine, et même, bien plus encore, dès avant l'origine. Je veux dire, la phase qui précède la période de latence. Si on a tellement insisté sur les sources prégénitales de la sublimation, c'est justement pour cela. Et le problème de ce qu'est la sublimation est quelque chose qui se pose beaucoup plus tôt précisément qu'au moment où la division entre les buts de la libido et les buts du moi comme tel devient tout à fait claire et patente, accessible au niveau de la conscience.